Bonjour tout le monde, lundi 19 juin, bienvenue à F1 Podcast, mon nom est Martin Simon avec un C. Aujourd'hui à l'épisode retour sur le Grand Prix du Canada. Nous allons aussi avoir à la fin de l'épisode le bloc avec les réponses aux questions des membres F1 Podcast que vous nous avez envoyées au cours de la semaine. Et comme on en a l'habitude, eh bien on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Tout d'abord, pour l'actualité dans le monde de la Formule 1, je tenais à débuter avec un sujet qui est indirectement connexe avec la Formule 1, c'est-à-dire le résultat des 24 heures du Mans. C'est Ferrari qui effectuait son retour dans la série très prestigieuse qu'on connaît des 24 heures du Mans. Eh bien, c'est Antonio Giovinazzi, l'ancien pilote de Formule 1 pour Alfa Romeo, qui a remporté les grands honneurs. Ça prouve encore une fois à quel point que c'est compliqué d'être en Formule 1. Il était pratiquement un fantôme lors de sa carrière dans cette série-là. Puis là, il s'en va disputer l'une des courses les plus prestigieuses et réussit à remporter celle-ci. Donc, félicitations à Antonio Giovinazzi. Est-ce que ça va lui donner de l'attention pour revenir en Formule 1? J'en doute parce que il n'y a pas eu une grande carrière, là. Si on compare, on dit qu'en Formule 1, on compare toujours à ton coéquipier. Bien, même à ce moment-là, il avait très peu souvent le dessus sur son coéquipier en Formule 1. Mais ça prouve encore une fois, comme je vous dis, la différence entre les différentes séries dans le sport motorisé, là, qu'on peut exceller dans certaines catégories, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va réussir à s'en tirer d'affaire en Formule 1. Mais félicitations à Antonio Giovinazzi pour avoir remporté cette série-là. Et puis, l'autre nouvelle qui a retenu beaucoup notre attention dans les dernières semaines et même dans les paddocks, là, on en discute beaucoup, c'est celle du coureur Mick Schumacher, qui est présentement le troisième pilote de l'écurie Mercedes. On sait que ça s'était mal terminé chez Haas avec plusieurs accidents. Il avait coûté très cher à l'écurie américaine. Et bien là, on mentionne son nom de plus en plus dans des rumeurs pour un retour en Formule 1. Autant du côté de Audi, c'est logique, une écurie allemande qui va faire ses débuts en 2026. Donc, avoir un pilote allemand de la trempe de Michael Schumacher, c'est un gros nom. Ça aide à aller chercher des commanditaires. Donc, ça serait une possibilité. Donc, ça tient debout cette rumeur-là que Audi s'intéresserait de plus en plus à acquérir les services du jeune pilote qui a seulement 24 ans, là, puis peut-être bientôt 25 ans. Donc, il est encore jeune, il a encore le temps de faufiner son talent et de réussir à bien faire en Formule 1. Présentement, là, on a eu les dernières semaines, on a eu Lewis Hamilton et George Russell qui ont vanté ses services pour ce qu'il a fait sur le simulateur en marge du Grand Prix d'Espagne, être capable d'aller chercher des bonnes données, des bons réglages. Et lui, il a passé toute la nuit de vendredi à samedi, ainsi que de samedi à dimanche, à aller faire des simulations, trouver les meilleurs petits détails possibles pour aller extraire de la performance sur la W14. Donc, Lewis Hamilton et George Russell n'étaient pas obligés de faire ça. C'est très rare qu'on va entendre deux pilotes venir souligner le travail d'un pilote de réserve sur un simulateur, mais on a vraiment pris le temps de dire félicitations à Mick Schumacher, il nous a rendu un fier service pour ce week-end-là. C'est pour ça qu'on a eu un double podium, donc on remet les mérites au jeune Schumacher. L'autre écurie qui serait en lice pour acquérir ses services, c'est celle de Williams. Williams, on peut le dire, c'est un peu comme un club école de Mercedes. On a James Vowles qui est là, qui a été longtemps le directeur stratégiste pour l'écurie Mercedes. Donc à ce moment-là, il connaît déjà Toto Wolff. On a aussi que Toto Wolff, le directeur de l'écurie Mercedes, aime beaucoup le jeune Schumacher. Donc à ce moment-là, ça serait une façon de garder ses services. Parce que si on sait que Audi veut prendre les services de Schumacher, à ce moment-là, on pourrait simplement l'envoyer chez Williams, ça l'empêcherait Audi de venir nous le voler et le laisser là pendant quelques saisons en attendant peut-être préparer la relève si c'est lui qu'on voit pour être le successeur à Lewis Hamilton dans quelques saisons. Donc, ça serait logique à ce moment-là aussi qu'on prépare le terrain pour peut-être venir l'assir dans une Williams au cours des prochaines, peut-être la prochaine saison même. C'est vraiment pour 2024 qu'on pense qu'il pourrait être de retour. Donc, ça va être intéressant à surveiller à ce moment-là. Il y a eu aussi, ce qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est que Bernie Ecclestone, ici on le sait, même malgré qu'il est rendu à 92 ans, il se gêne jamais pour écorcher au passage des anciens collègues de travail. C'était autour de Gunther Steiner d'être pris à griffe
par Bernie Ecclestone. Il a dit il n'a pas aidé du tout la carrière du jeune Mick Schumacher. C'est que il a mis de la pression pour rien. C'est un gars qui n'a jamais rien gagné en Formule 1, ce Steiner-là. C'est un Italien qui est devenu populaire grâce à une série télé. Et puis maintenant, il se pense plus haut que tout le monde. Donc en tout cas, ça vous donne un peu une idée vers où que Bernie Ecclestone voulait aller. Disons que Gunther Steiner ne figure pas sur sa liste des cartes de Noël pour l'année prochaine. Donc il ne l'aime pas vraiment et c'est pas le genre de directeur d'écurie qu'il a. Il mettait beaucoup de tort sur sa faute sur qu'est-ce qui est arrivé au fils de Michael Schumacher. Donc à ce moment-là, on a eu ça. On a eu Franz Tost qui en a ajouté, lui qui est le directeur sortant de l'écurie AlphaTauri. Lui a dit que pour la saison 2023, quand c'est venu le temps de remplacer Pierre Gasly, eh bien son premier choix, c'était Schumacher. Selon lui, et il voulait l'avoir. Et puis, on n'a pas réussi à mettre la main sur lui, mais pour lui, c'était son premier choix et ce n'était pas Nick De Vries. On sait, il s'en va, Franz Tost. Fait qu'il peut se permettre de dire ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de garder les lignes directrices et de protéger ses commentaires. Donc, lui, il s'est pas gêné pour dire que son opinion, son choix, c'était pas Nick De Vries. Helmut Marko, le docteur Helmut Marko, directeur du personnel chez Red Bull, s'est empressé de sortir dans les médias, un autre qui n'a pas la langue dans sa poche, pour venir dire que oui, il voulait l'avoir, lui, Schumacher, mais finalement, il y a eu de la politique interne avec les négociations chez Mercedes. Il a dit, Toto Wolff, il veut, il l'aime, qu'il s'arrange puis qu'il lui trouve un volant en Formule 1. Il est si bon que ça, il va s'en trouver un. Donc, Helmut Marko lui s'enlève les mains, comme quoi que c'était pas de sa faute, pourquoi qu'on n'a pas eu les services de Mick Schumacher. Donc, à ce moment-là, c'est ce que Toto Wolff semble être en train de faire, de vouloir trouver un volant pour replacer en 2024 le fils de Michael quelque part en Formule 1. C'est ce qui conclut l'actualité qu'on avait pour vous aujourd'hui. Passons à la course du Grand Prix du Canada. Dimanche de course, Grand Prix du Canada, c'est le temps où on laisse toutes les spéculations derrière nous et c'est le temps de voir qui va réussir à se tirer d'affaire pour monter sur la plus haute marche du podium et compléter le podium avec une deuxième place et troisième place. Eh bien, qui a remporté le Grand Prix sans surprise, c'était selon nos prédictions faciles. On peut toujours, Max Verstappen, c'est toujours gagnant de mettre ça comme prédiction qu'il va remporter. C'était une deuxième victoire consécutive pour lui, une 41e en carrière. Il rejoint du même coup Ayrton Senna au 5e rang de l'histoire pour le nombre de victoires par les pilotes. Je le sais, je vous entends déjà. Il y en a déjà qui mentionnent « Ah oui, mais il a fait ça en plus de courses. Oui, mais c'est pas, il sera jamais comme Ayrton Senna. On peut pas les comparer. » Oui, je suis d'accord avec vous. Il est le premier, même Max Verstappen, à le dire que c'est très dur de comparer les époques. Et ça, c'est comme ça, comme dans tous les sports. Est-ce que Connor McDavid est meilleur que Wayne Gretzky? Ben, on le saura jamais parce que il joue pas avec les mêmes bâtons, il joue pas avec les mêmes patins, il joue pas contre les mêmes adversaires, c'est pas les mêmes gardiens d'un but, mais en même temps, le voyagement est différent, les méthodes entre les matchs pour reprendre votre énergie sont différentes aussi. Donc, c'est toutes ces choses-là. Quand on compare les époques, là, c'est toujours très boiteux comme comparaison. Donc, oui, je suis conscient, mais il y a quand même un historique de victoire. On regarde un certain classement. Là, on s'est pas gêné pour dire que Lewis Hamilton avait 103 victoires et 103 pole positions, parce que c'est ça qu'il a. Il est au haut de la pyramide. Eh bien, Max Verstappen est rendu 5e dans la pyramide. Je vous dis, moi, j'ai été assez impressionné parce que quand je regardais le classement l'année dernière, je voyais, il a rejoint Fernando Alonso. Et là, ça lui prenait encore au moins 9 victoires pour aller chercher Ayrton Senna. Je pensais pas qu'il l'aurait si tôt dans la saison 2023. Donc, c'est déjà accompli. Puis là, il y a encore à 10 positions plus loin, on parle d'Alain Prost. Là, la question, c'est plus, est-ce qu'il a vraiment sa place comme 5e de tous les temps à sa place? C'est combien de temps ça va lui prendre pour rejoindre Alain Prost? Est-ce qu'il va réussir à dépasser Prost au 4e rang cette saison? Puis là, après ça, ça n'y en prend pas beaucoup. Il faut qu'à 51, c'est Prost, puis à 53, ça va être Sébastien Vettel. Donc, il pourrait, je dis bien, il pourrait, puis celle-là, c'est peut-être tiré par les cheveux, parce que ça prend encore au moins 10 victoires et un petit peu plus, mais il pourrait finir la saison au 3e rang des pilotes de tous les temps à l'âge de 25 ans. Donc, ce serait tout un accomplissement. Là. Il faudrait qu'il remporte
plusieurs courses d'ici la fin de la saison, quasiment 95% des courses qui restent, mais quand même, c'est intéressant de parler, de vérifier ça. Là. S'il termine la saison au 3e rang, ça va avoir été une très, très grande surprise cette année parce que je m'attendais pas à ça. Je pensais que sur quelques saisons, il pourrait rejoindre le 3e rang et aller dépasser Sébastien Vettel, mais jamais j'aurais pensé qu'il pourrait être si en approché autant en 2023. L'autre chose aussi, c'est la centième victoire pour l'écurie Red Bull. Très bel accomplissement. On sait Red Bull, c'est pas un motoriste, c'est pas un... Oui, ils en ont un maintenant, là, ils fabriquent les moteurs de Formule 1 en collaboration avec Honda. Mais je veux dire, ils vendent pas de voitures sur la route, là, eux. Là. C'est pas Mercedes, c'est pas Alfa Romeo, c'est pas Ferrari, c'est pas McLaren. Ils n'ont pas des voitures, eux autres, sur la route. Aston Martin non plus. Donc, c'est vraiment une compagnie de boissons énergisantes qui a réussi à avoir 100 victoires en Formule 1. Alors, c'est tout un exploit. Faut souligner ça. La vision de Dietrich Mateschitz, qui avait il est malheureusement décédé la saison dernière, mais c'est lui qui avait eu cette vision-là pour l'écurie autrichienne, de dire, moi, je veux me lancer en Formule 1. Il a fait confiance à Christian Horner. Christian Horner qui n'avait que seulement 30 ans quand il lui a confié les règnes. Il avait cette vision-là, il a donné la chance à Christian Horner, puis il a dit, je veux qu'on soit compétitif. Je veux pas juste être là pour parader mes 2 taureaux sur une voiture. Je veux que tu amènes cette équipe-là à être capable de gagner des grands prix, de gagner des championnats et de vraiment s'installer dans le sport de la Formule 1. Eh bien, c'est mission accomplie. D'avoir déjà 100 victoires dans l'histoire, c'est tout un accomplissement. C'est Max Verstappen et aussi le pilote qui a remporté le plus de courses pour Red Bull. Et là aussi, statistique impressionnante qui est tombée. Je regarde ça, là, des fois je m'amuse à lire des statistiques, des fois on en sort des conclusions, là, on prend ce qu'on veut, on peut en prendre puis en laisser avec ça, mais quand même, ça frappe assez fort quand on lit que 24% des départs de Max Verstappen en carrière sont des victoires. Donc, c'est quand même beau. 24% sont des victoires, mais 50% de ces départs, tout près là, de 50%, on peut arrondir à ça, 50% de ces départs en Formule 1 se sont concrétisés à monter sur le podium. Ça, là, c'est quelque chose, là. C'est-à-dire que, tu sais, on parlait puis c'est pas tout au long de sa carrière qu'il y a eu une voiture qui était capable de finir dans le top 3, là. Des fois, on était la 3e écurie. Donc, quand on est la 3e écurie, ça nous place environ en 5e, 6e position qu'on devrait terminer. Donc, il réussit toujours à terminer un peu plus haut que ce que la voiture lui demande. Donc, 50% de ses départs se sont concrétisés en podium. Donc, c'est ce qu'il a réussi à accomplir ce week-end. 2e victoire consécutive à Montréal, c'est lui qui avait gagné l'an dernier. Puis, il est passé tout près aussi d'avoir un autre grand chelem consécutif. Là, c'est juste qu'il n'a pas eu le meilleur tour pour lui, mais c'est lui qui l'a quand même dominé du début à la fin. Il a été suivi par Fernando Alonso. Alonso, au départ, il a eu un très bon départ. Son temps de réaction n'était pas mauvais, sauf que celui de Lewis Hamilton était peut-être meilleur. Lewis a aussi eu plus d'adhérence, la voiture a mieux répondu. C'est Lewis Hamilton qui s'est empressé de prendre la 2e place avant même les S de Senna. Il était déjà devant la Aston Martin de Fernando Alonso. C'est lui qui a terminé 3e. Il nous a donné un spectacle aussi à la fin. Le bon vieux Lewis, il gardait son énergie, il poussait les médiums pour aller chercher Fernando Alonso. À un moment donné, on croyait bien que ça pouvait arriver qu'il aurait dépassé Alonso, mais moi, je me gardais une petite gêne parce que on connaît Fernando pour ménager ses pneus et jouer des fois des petits tours. Là, on voyait que son temps descendait. Il a laissé miroiter à Lewis que c'était possible d'aller le chercher, de le dépasser, mais aussitôt qu'il s'est approché de tomber sous la barre névralgique de la seconde et pouvoir accéder au DRS, bien c'est là que Alonso a ouvert la machine sur ses pneus durs et ses gommes dures. Il a réussi à repousser Lewis Hamilton à au moins 2 secondes derrière lui là, avant la ligne d'arrivée. Donc ça finit avec un plus gros écart que ça. Donc Alonso il ménageait. On avait aussi demandé de faire du fameux lift and coast, la meilleure définition en français, c'est peut-être de lever le pied, là, laisser un peu aller la voiture c'est peut-être une question. On avait les freins aussi qui nous qui dérangeaient un peu l'écurie Aston Martin. On avait peur. On sait que Montréal, c'est un circuit qui demande beaucoup sur le freinage. Alors à ce moment-là, c'est pour ça. Et aussi, c'est peut-être le niveau d'essence à bord. On se rappellera, c'est déjà arrivé pour Aston Martin avec Sébastien Vettel, comme quoi on n'avait pas mis assez d'essence à bord
de la voiture, ou des fois on prend des petits paris, surtout à une place comme à Montréal où on a des possibilités d'avoir des voitures de sécurité. Alors à ce moment-là, des fois on prend des petits paris de dire on va mettre moins d'essence à bord, car on sait quand on roule derrière une voiture de sécurité, eh bien à ce moment-là on dépense moins d'essence, alors on pourrait sauver un peu de poids sur la voiture. Donc c'est peut-être le genre de stratégie qu'on a faite. Parlant de frein, je reviens rapidement à Max Verstappen, car pendant la course, on l'a entendu mentionner à son ingénieur la piste qu'il croyait avoir frappé un oiseau. Eh bien, il a réussi à terminer la course avec un oiseau qui est mes sympathies à la famille de l'oiseau, mais malheureusement, il est décédé. Il a terminé la course, la bonne moitié de la course, dans le conduit d'aération pour le système d'aération du système de freinage avant droit de Max Verstappen. Donc encore là, chapeau à Verstappen, car on sait que Montréal, on le mentionnait, c'est une place qui demande beaucoup au freinage. Donc, l'aération du système de frein est primordiale. Donc, d'avoir un objet, un passager indésirable à l'intérieur qui vient obstruer l'aération du frein, ça aurait pu être catastrophique. On est passé très près d'un possible abandon et d'une possible victoire pour Fernando Alonso. Donc, on s'en est bien tiré de ce côté-là, du côté de Max Verstappen. Ensuite, c'est Charles Leclerc. Une belle prestation des Ferrari. On peut pas dire la même chose pour leur samedi, mais on s'est bien repris en course. On a même, pour une première fois depuis très longtemps, choisi une très très bonne stratégie. On n'a pas arrêté sous la voiture de sécurité. On a préféré rester en piste. On a choisi une autre opportunité avec nos pneus. Donc, ça a été une bonne course pour eux. Lui et Sainz ont fini respectivement 4e et 5e. Sergio Perez, 6e. Qu'est-ce qui s'est passé avec Perez? Je sais pas. Il a parti, s'était lancé derrière Sainz, puis il a jamais réussi à dépasser Sainz. Il a suivi toute la course. Bon, on aurait cru qu'avec le DRS, avec la voiture, avec la Red Bull, qu'il aurait été capable de dépasser Sainz. Finalement, ça n'a pas été le cas. Ça a été une balade derrière les Ferrari pour Sergio Perez. Il a quand même réussi à remonter le peloton avec eux, mais il n'a jamais réussi à dépasser Sainz. À part au départ, ça a été fait, mais ils ont échangé de position ensemble. Pour sa défense, au départ, oui, Perez avait les gommes dures contre les gommes médium de Sainz. Donc, à ce moment-là, c'était avantage Sainz. Mais une fois que le DRS a été activé, la Red Bull, j'ai pas besoin de vous poser la question 2 fois. Si Max Verstappen avait été derrière Carlos Sainz au départ, je ne pense pas qu'il aurait terminé derrière lui au fil d'arrivée. Le 7e, le pilote de la journée, même si j'ai pas donné mon vote à lui, je m'en veux encore. Je sais pas ce qui m'a passé par la tête parce que j'ai bien aimé sa course, mais j'ai choisi Lando Norris. C'est Lando Norris m'a impressionné à la fin. Il a donné un bon spectacle avec des dépassements puis tout ça. Donc, j'ai donné mon vote à Lando Norris, mais mon vote aurait sûrement dû aller à Alex Albon pour ce qu'il a réussi à accomplir. On sait qu'on en avait discuté dans l'épisode Bienvenue à Montréal, l'épisode de vendredi, comme quoi la FW45B de Williams avait beaucoup d'améliorations dessus. Bien, Alex Albon a réussi à se tirer d'affaire, à défendre sa position et conserver une belle 7e place au fil d'arrivée. Il était très heureux, là. Je pense que c'est lui qui a poussé le plus gros cri au fil d'arrivée, plus que Max Verstappen qui a remporté la course. Il était vraiment heureux d'avoir réussi à garder la 7e place. Donc, chapeau à Alex Albon. Moi, je l'aime beaucoup, Alex Albon. Si on ouvre des discussions pour un possible remplaçant là, chez Red Bull, moi, il fait partie de mes candidats. Si on veut remplacer Sergio Perez, je sais que Daniel Ricciardo, il y a beaucoup d'entre vous qui l'aimaient, puis c'est un méchant bon gars. J'ai déjà eu la chance de le rencontrer en plus, puis je vous confirme là, que c'est vraiment ce que vous voyez à la TV, c'est ce qu'on voit en personne. Eh bien, Daniel Ricciardo, c'est un bon gars. J'aimerais ça le revoir venir en F1. Puis oui, il ferait partie de mes candidats. Mais Alex Albon, je suis forcé de m'interroger. Là, moi, j'avais mentionné au début de la saison que c'est lui que j'allais évaluer le plus cette année pour voir où ce qu'il est rendu dans ses performances. Oui, il n'y a pas la même pression chez Williams, mais je trouve qu'il emmène beaucoup de leadership, beaucoup de confiance. Je le trouve très bon, Alex Albon. Donc, je vais continuer de le surveiller d'ici la fin de la saison. Si j'étais un dirigeant chez Red Bull, je ferais la même chose. Je commencerais à évaluer aussi Alex Albon pour une alternative à Sergio Perez pour l'an prochain. Esteban Ocon a terminé 8e. Lance Stroll, très belle course quand même de Lance Stroll. Oui, samedi, ça a été un peu compliqué, dérapage, accrocher le mur un peu avec le museau, après ça les mauvais pneus, les choses, mais c'est bien repris en course et il a réussi à faire un dépassement au fil d'arrivée sur Valtteri Bottas pour terminer 9e. Donc Lance Stroll,
Ça aussi, ça a été un peu une erreur. Je l'ai même pas mis dans le vote, le vote qu'on met à tous les week-ends pour votre pilote de la journée. J'aurais dû l'ajouter parce que je suis certain qu'il y a certaines personnes à travers vous qui auraient choisi Lance Stroll comme pilote de la journée possiblement. Donc, je ne l'avais pas mis, mais de toute façon, celui qui a remporté, c'est égal présentement dans le vote entre Monsieur Fernando Alonso et Alex Albon. C'est les deux qui sont ex-aequo présentement sur la page Facebook de F1 Podcast comme votre pilote qui a été le meilleur lors de la journée de dimanche. Donc, Stroll, 9e devant Valtteri Bottas. Bottas, là, vous m'avez déjà entendu dire Bottas en vacances, mais il était pas en vacances à Montréal. Il sait que c'est un week-end qu'il aime bien. Il apprécie la ville. Il avait même un beau casque représentant le Canada. Il était content d'être ici, ça s'est ressenti. Il a eu une belle performance et il a sorti une de ses meilleures courses de la saison. Je pense qu'il était compétitif. Il a terminé 10e. Oscar Piastri, je l'ai trouvé très bon aussi. Il a fait des petites erreurs, mais toute la course, il était là. Il était dans le trafic, il était présent. Tu vois qu'Oscar Piastri, c'est un bon pilote, c'est un talent naturel vraiment en Formule 1. Si McLaren continue d'apporter des améliorations à la voiture, il est peut-être même le futur de McLaren. On sait que Lando Norris va sûrement s'impatienter un jour. Si McLaren ne devient pas assez compétitif pour qu'il puisse remporter une première course en carrière, Lando Norris pourrait peut-être être tenté de quitter un jour. Donc, on a bien fait. C'est pas pour rien, d'après moi, que McLaren, on a mis autant d'efforts à le soutirer des rangs de Alpine l'année dernière. C'est qu'on sait que Oscar Piastri peut être une possible relève à Lando Norris. Il a très bien fait encore. Je le trouve très bon, Oscar Piastri. Il ne me déçoit pas depuis le début de la saison, contrairement à ce que Nick De Vries nous présente. Mais ça, c'est un autre sujet. Pierre Gasly, 12e. C'est bien repris. Lui, c'est pas de sa faute. Il a été une victime de ce que Carlos Sainz lui a fait en séance de qualification. Ça, c'est une question, là, qu'on va peut-être mentionner une bonne fois sur notre page Facebook, puis vous pouvez m'envoyer des commentaires sur ce que vous pensez. Je sais qu'il y a, de façon théorique, là, c'est correct, c'est différent en pratique, mais quand un pilote bloque quelqu'un en qualification, comme Carlos Sainz a fait, vous avez été nombreux à me dire « Ah, la pénalité aurait dû être plus sévère, il aurait dû en avoir 2, pis tout ça. » Mais ce que je trouve dommage, là, c'est que lui, il a eu une pénalité, Sainz, mais c'est quand même élancé. Il s'était lancé d'une place assez compétitive pour terminer 5e. Mais par exemple, il a carrément gâché le week-end à Pierre Gasly, qui lui est 12e. Vous pensez quoi, vous, que si on avait obligé Sainz à prendre la place de Gasly sur la grille de départ, et c'est Gasly qui aurait pris la place à Sainz? Si on met ce règlement-là en place, je sais qu'il faut que ça soit approuvé par tous les écuries, ça a très peu de chances de passer. Mais moi, je trouve que si tu pénalises un pilote en piste, eh bien, quand là, ça va terminer, tu devrais être obligé d'aller prendre le départ à la position que lui, tu lui as coûté. Tu l'as envoyé 12e à cause que tu l'as bloqué, ben, tu t'en vas prendre sa place. Ça s'appliquerait seulement si, à cause que tu l'as bloqué, il part en arrière de toi. Donc, s'il est obligé de s'élancer plus loin que toi sur la grille de départ, ben, on inverse les positions. Lui, il est 16e, ben, tu prends la 16e place. Toi, t'es 5e, ben, Gasly, tu réhérites la 5e place parce que lui, Sainz, il a été un pas d'allure, donc on inverse les places. On aurait pu faire ça, mais en tout cas, ça sera une autre fois. Là, je pense pas que ça va arriver un jour parce que, comme je vous dis, il faut que ça soit approuvé par les écuries, mais c'est mon idée. C'est ce que je trouvais qu'il aurait dû arriver lors du week-end. Norris, 13e, il a été pénalisé. Il y a eu une belle course, Lando Norris, mais il a été pénalisé pour conduite anti-sportive, ce qui est assez drôle quand on connaît le personnage. Là, c'est le gars qui est le plus, qui est peut-être le moins anti-sportif qu'on puisse connaître. Un super bon gars, Lando Norris, très gentil, un peu une petite arrogance, mais une arrogance, comment on pourrait dire, une arrogance sympathique qu'il a, ce Lando Norris-là, une belle confiance en lui. Donc, je l'apprécie beaucoup, puis c'est drôle de voir ça un peu antisportif, c'est que on considère qu'il a trop ralenti sous la voiture de sécurité, mais je suis toujours sous la voiture, mais derrière la voiture de sécurité, il a trop ralenti. Donc, à ce moment-là, c'est pas permis, on dit que c'est antisportif, mais ce qu'il voulait, c'est laisser assez de temps à son écurie pour être capable de changer les pneus, de faire un arrêt au puits double, donc d'être capable d'accueillir les deux voitures au stand. Donc à ce moment-là, il a ralenti un peu, mais on considère qu'il a trop ralenti, donc on lui a donné une pénalité durant l'épreuve, une pénalité en temps. Après ça, Yuki Tsunoda, 14e. Nico Hülkenberg, 15e. Malheureusement pour lui, la pénalité de samedi jumelé à la performance de Haas, une course difficile, il y a eu un accrochage avec De Vries aussi, donc il termine 15e. Lui, il termine 16e avec sa Alfa Romeo. Kevin Magnussen, 17e, Nick De Vries, on le disait, s'est accroché avec Hülkenberg. Il termine 18e. George Russell, ça a été comique. Ça a été le moment qui m'a fait
le plus rire lors du week-end. Il est arrivé devant l'estrade 31, à la sortie du pont des Îles. Il a monté un peu trop sur le vibreur, ça l'a forcé à prendre un peu trop de vibreur à gauche. Il a été cogné le mur, et puis au même moment où il cogne le mur, on entend son ingénieur son ingénieur de l'écurie qui embarque sur le micro pour lui dire George, drapeau jaune, drapeau jaune. Puis George qui répond, oui, je le sais, c'est moi. Donc, lui, on sait, on a des ordinateurs, on a tous les données. Lui, il voyait qu'il y avait un drapeau jaune quelque part. Il transmet l'information au pilote, puis George Russell, il dit, oh oui, je sais, c'est moi. J'ai accroché le mur, mais merci pareil. Donc, c'est ça, c'est l'information. Ça m'a bien fait rigoler. Ça, c'était le moment drôle du week-end. Logan Sargent, lui, 20e, le pauvre Sargent là, qui est pris dans des rumeurs de peut-être être même remplacé par Mick Schumacher, comme on en parlait plus tôt dans l'émission, mais faut être quand même, c'est pas un bon week-end pour prendre l'évaluation de Logan Sargent. Oui, il a été plus lent, mais il n'a pas la nouvelle voiture de Williams comme son coéquipier. Donc, c'est ce qui résume un peu la course à Montréal. Moi, j'ai trouvé qu'on a eu une belle course. Les voitures ont roulé près l'une de l'autre. On sait qu'avec les nouvelles réglementations qu'on a changées, c'est ce qu'on veut voir. On n'a pas vu un gros écart. Là. Même à l'avant, Fernando Alonso avait mentionné je veux terminer pas plus que 2 secondes de Max Verstappen. Ben, il a terminé à environ 4 secondes de Max Verstappen, ce qui est beaucoup plus raisonnable. Là. Dans le fond, je suis en train de vous dire 4, mais finalement, ça s'est terminé à 9 secondes au bout de la ligne. Mais il se tenait pas mal à 4 secondes tout le long. On ne s'est jamais monté à aussi loin qu'une vingtaine de secondes. Donc, à ce moment-là, c'était plus près. On voit que les voitures commencent à se rapprocher un peu plus de la Red Bull. Red Bull qui, selon Lewis Hamilton, commence déjà à se concentrer sur le développement de 2024, ce qui est brillant aussi. On a très peu de compétition dans le championnat pour l'instant, donc on veut simplement, ce qu'on veut chez Red Bull, c'est confirmer les 2 championnats le plus tôt possible. Ça va prendre un peu d'aide de Sergio Perez si on veut confirmer ça assez tôt dans la saison. Puis qu'après ça, on peut tout de suite passer à se concentrer sur 2024. Donc, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Mais ça, c'est un bon spectacle pour nous. Oui, ça va peut-être un peu changer pour 2024, mais pendant ce temps-là, ça va permettre aux autres écuries d'être capables de rattraper les 2 Red Bull, donc de donner un bon spectacle d'ici la fin de la saison. Donc, c'est ce qui conclut le Grand Prix du Canada. La prochaine destination, c'est en Autriche, le Red Bull Ring, un de mes circuits favoris. Pourtant, on le regarde, le tracé, c'est super simple, il n'y a pas grand-chose là. C'est le tour le plus court du championnat, mais à ce moment-là, moi, je trouve que c'est un très bon Grand Prix à regarder. Ça nous a donné plusieurs bons spectacles au cours des dernières saisons. Donc, c'est toujours un circuit que j'ai très hâte que les voitures se présentent. Là, c'est aussi un circuit que j'aime beaucoup piloter dessus dans les simulateurs de course, beaucoup plus que celui de Monaco. Il y a des belles zones de dégagement et les murs ne sont pas proches. Donc, c'est très le fun. Il y a une portion très technique, une portion très rapide. Les lignes droites, le DRS, c'est facile de faire des dépassements. Donc, j'aime beaucoup le Grand Prix d'Autriche et le Red Bull Ring. J'ai bien hâte de voir cette course-là, la prochaine destination. Maintenant, passons à vos questions de la semaine. Première question nous vient de Marc-Antoine qui nous demande « Croyez-vous que Sergio Perez va réussir à sécuriser sa 2e place cette année? » On parle de la 2e place au championnat, bien sûr. Eh bien, peut-être que vous allez me trouver sévère, mais j'en doute. Et je crois que ce à quoi nous assistons depuis quelques semaines, c'est le phénomène, la fameuse expression qui dit que la crème finit toujours par remonter à la surface. Eh bien, c'est ce qu'on voit, c'est ce à quoi on assiste depuis quelques semaines, depuis le Grand Prix de Miami, plus précisément. Eh bien, pour ma part, le nom de Sergio Perez n'a pas sa place dans la même phrase que Max Verstappen, Fernando Alonso ou même Lewis Hamilton. C'est complètement sans manquer de respect à Checo Perez, mais il y a différentes gammes de talents en Formule 1 comme dans tous les sports. Et puis, les 3 qui sont dans une classe à part présentement, là, c'est Max Verstappen, c'est Lewis Hamilton depuis plusieurs saisons en Formule 1 et le plus vieux en Formule 1 présentement, Fernando Alonso, sont vraiment dans une classe à part. Donc, là, c'est ce qu'on est en train de voir. De plus, avec les nouvelles améliorations qu'on apporte dans des écuries comme Aston Martin, Mercedes et Ferrari même, là, juste pour dire l'avantage que Sergio Perez pouvait avoir avec la voiture, ben cet
avantage-là, elle commence à diminuer un peu de la Red Bull. On l'a vu, on était un peu plus près lors du week-end à Montréal. Donc, on était plus près des Red Bull. Les Red Bull n'ont pas terminé 20 quelques secondes en avant. On sait que Max Verstappen avait un invité spécial dans son frein avant droit, mais quand même, on a vu que la puissance en ligne droite et ces choses-là, c'était plus comparable avec les autres écuries. Donc, à ce moment-là, juste pour dire l'avantage que Perez avait peut-être pour sécuriser une deuxième position cette saison, ben, ça commence à diminuer. Donc, il ne l'aura plus, ça. Fait que oui, on va encore voir des petits flashs de Sergio Perez ici par là d'ici la fin de la saison, comme à Singapour, des circuits urbains comme ça. Mais pour le reste, là, je pense pas qu'il va pouvoir rivaliser avec la pression que des gars comme Alonso et Hamilton vont mettre sur lui. Fait que si vous me demandez mon avis, présentement, je crois que ça va se jouer pour la deuxième place au championnat. Ça va se jouer entre Fernando Alonso et Lewis Hamilton, ce qui va nous donner tout un spectacle d'ici la fin de la saison. La deuxième et dernière question nous vient de Sylvain qui nous est arrivé avec une très bonne proposition pour un sondage sur notre page Facebook. Ce que Sylvain désire savoir, c'est si les membres aguerris de F1 Podcast partagent la même opinion qu'il a pu voir à différents endroits sur le web ou sur les réseaux sociaux envers Lance Stroll. Donc, il me disait qu'il voit que souvent les gens sont très sévères envers lui et avec des opinions un peu négatives. Il voulait savoir si les fans aguerris de F1 Podcast partagent le même type d'opinion envers le pilote canadien. Eh bien, oui, c'est quelque chose qu'on va faire au courant de la semaine. On va faire ça sous forme de sondage. Vous allez pouvoir vous prononcer sur oui ou non il a encore sa place en Formule 1. Et avec la section commentaires, bien entendu, qui est toujours activée, vous allez pouvoir argumenter là-dessus. Puis ça va être intéressant de vous lire, de voir c'est quoi les opinions que vous avez envers Lance Stroll. Pour ma part, je me prononce en premier. Moi, je crois qu'il a sa place en Formule 1. La chose qu'il faut prendre en considération, c'est être un pilote de Formule 1, ça veut dire que tu fais partie des 20 meilleurs au monde. Est-ce qu'il est le meilleur au monde? Non, je ne crois pas. Est-ce qu'il est parmi les 5 meilleurs pilotes au monde? Pas pour l'instant, je ne crois pas. On a déjà entendu qu'un jour, certaines personnalités dans le monde de la Formule 1 au Québec, plus majoritairement, c'est là qu'on entendait ça, qu'un jour il sera champion du monde. Je pense que c'est peut-être ça qui a induit les gens en erreur. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu courser ou quoi que ce soit, qui ne connaissaient pas nécessairement Lance Stroll, mais ça l'a parti avec une haute estime, comme quoi il serait peut-être le prochain Lewis Hamilton ou des choses comme ça. Sauf que c'est pas parce que t'es pas Lewis Hamilton, parce qu'il y en a juste un Lewis Hamilton, c'est pas parce que t'es pas Max Verstappen ou que t'es pas Fernando Alonso que t'es nécessairement un mauvais pilote. Sauf que l'autre chose qu'il faut prendre en considération aussi, c'est qu'il est jeune. Il a commencé à 18 ans en Formule 1. Oui, il a beaucoup d'expérience, mais il a commencé très jeune. Donc, il arrive à peine à ses 24, 25 ans. Il est environ dans cette tranche d'âge-là. Donc, c'est encore très jeune en Formule 1, quand on sait que, normalement, on va atteindre notre apogée aux alentours de 27-28 ans. Donc, à ce moment-là, il faut être encore patient, mais je ne considère pas qu'un jour, il remportera les grands honneurs. L'autre chose aussi qui fonctionne à sa défaveur, c'est qu'il partage l'équipe avec un Fernando Alonso. Alors, c'est sûr que pour lui, il a eu Sébastien Vettel aussi comme coéquipier. Ça n'a pas été facile. Donc, puis il y a eu aussi Perez au moment où il était plus jeune. Donc, il y a quand même eu des coéquipiers assez solides en Formule 1. Là. Oui, on l'a dit plus tôt, le Perez ne représente pas nécessairement la crème de la crème, mais il représente quand même un bon pilote d'expérience en Formule 1. Là. Il fait partie des 20 meilleurs au monde. Donc, ça, c'est pas facile dans ce temps-là quand tu es constamment à un jeune âge comparé à des pilotes qui sont aussi solides et qui ont aussi une très bonne maturité dans le domaine. Donc, à ce moment-là, il faut pas être trop sévère. Les défauts de Lance, on les a déjà mentionnés à l'émission. Moi, je le trouve lunatique. Lunatique, ça peut sembler une grosse, pas une insulte, mais ça peut sembler un gros défaut. Mais oui, en Formule 1, si t'es pas concentré à chaque petit instant, à chaque dixième de seconde, mais ça va se transformer en des erreurs qui vont être méga à la fin du week-end. Donc, c'est ce que moi j'ai à reprocher à Lance Stroll, c'est qu'à chaque week-end, il trouve une façon de faire une petite erreur qui va venir hypothéquer le résultat global de la fin de semaine. Donc ça, c'est pour moi, c'est son seul défaut. Est-ce que ça se corrige? Oui, ça se corrige parce que Kimi Räikkönen, qui a été un pilote exceptionnel, un très bon pilote, un talent naturel, avait aussi cette tendance-là à commettre
une erreur parfois par week-end. Donc, c'est un peu la même chose qu'on a avec Lance Stroll. Mais là, écrivez-moi pas, venez pas me déborder de courriels et de messages. Je ne dis pas que Raikkonen et Lance Stroll sont le même talent ou sont le même type de pilote. Je dis juste que ça peut arriver qu'un pilote qui commettait des erreurs était très sévère avec Kimi Raikkonen au début de sa carrière, puis finalement, il est devenu champion du monde pour Ferrari. Donc, ça peut arriver qu'on continue de s'améliorer. Là. Comme dans tous les sports, on continue de prendre de l'expérience, de mettre les choses ensemble, et de pouvoir s'améliorer. Moi, Lance Stroll, comme je dis, je pense pas qu'un jour il va être champion du monde, mais je pense qu'il a sa place en Formule 1. Il va continuer de devenir meilleur. Son défaut, c'est qu'il est lunatique, et aussi ses qualifications. Ça s'est pas donné à tout le monde. Alors, regardez Sergio Perez, très bon pilote, c'est son plus gros défaut. Les samedis, quand ça vient le temps de mettre un tour ensemble, d'avoir chaque petit détail vraiment à point pour soutirer le meilleur temps, être compétitif, eh bien, il n'est pas capable de le faire. Il n'a jamais su s'ajuster, mais il a encore sa place en Formule 1 et réussit quand même à aller chercher des podiums et gagner des courses. Donc, c'est ce qui va être important de Lance. Si Lance peut travailler ses qualifications, être capable de travailler sur sa concentration, d'arrêter de faire une erreur à tous les week-ends, atteindre, être le plus proche possible de la perfection, parce que c'est ça qu'on voit. Les gens qui sont à l'avant du peloton en Formule 1, c'est les gens qui se rapprochent le plus de la perfection sur 3 jours donnés, sur un week-end. Donc, si Lance Stroll est capable de faire ça, il va continuer de s'améliorer, il va devenir plus compétitif en Formule 1, mais oui, je pense qu'il a sa place. Ça va être intéressant de vous entendre cette semaine. Participez en grand nombre. Ayez pas peur de nous donner vos opinions là-dessus. Je suis confiant qu'on va avoir des belles lectures puis que vous allez nous arriver avec des exemples concrets et non juste du négatif de dire il est pas bon, il est fini puis il a pas sa place en Formule 1. Même si c'est votre opinion, arrivez avec une construction. Expliquez-nous pourquoi il n'a pas sa place en Formule 1. C'est ce qui complète notre épisode du 19 juin. Merci d'avoir été là. Et puis, avant de vous laisser, je vous invite à écouter nos capsules dans le casque. Ces capsules sont mises en ligne les week-ends où il n'y a pas eu de Grand Prix et ça vous aide un peu à avoir une meilleure idée sur le parcours, le chemin parcouru par les pilotes pour atteindre la Formule 1. Donc, un peu plus tôt, justement, on parlait de Lance Stroll. Eh bien, c'est justement ça. Si vous voulez savoir, Lance Stroll, comment il est arrivé en Formule 1, des fois, on a des idées préconçues. On se dit, c'est à cause de son père. Même chose pour Max Verstappen. Même chose des fois pour certains autres pilotes comme George Russell, admettons, pourquoi qu'il est là en Formule 1. Donc, c'est des épisodes qu'on a déjà mis en ligne. Vous avez la chance de savoir le parcours de Lewis Hamilton, Fernando Alonso. On a aussi Max Verstappen, George Russell, Charles Leclerc, Lance Stroll. On a fait Gilles Villeneuve dans un épisode légende. Donc, vous pouvez tout trouver ça sur notre Spotify. Merci de nous suivre justement sur Spotify, sur Facebook et je vous remercie d'avoir choisi F1 Podcast. Nous allons être de retour lundi prochain justement avec une de nos capsules dans le casque. D'ici là, bonne semaine!